Il est 19 h à Paris, 20 h à Bagdad. Bonsoir à tous. La conférence internationale sur l'Irak a réuni aujourd'hui une trentaine de délégations à Paris, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un acteur majeur qui était absent, l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei affirme avoir mis son veto à toute coopération avec les États-Unis, une coalition qu'il juge illégitime. Alors qui fera quoi dans cette coalition? Une intervention sous la houlette des États-Unis, avec quelle chance de succès cette fois? On en parlera avec nos invités dans le débat à 19 h 10. La force de l'ONU a pris le relais de la force africaine, la MINUSCA, donc qui prend le relais de la MISCA, effectif doublé. Ce sont 12 000 hommes qui seront à terme sur place pour rétablir la paix en Centrafrique. Et puis la grève des pilotes à Air France, seulement 40% des vols seront assurés demain, mardi. Les pilotes qui contestent la stratégie de développement de Transavia, qui est la filiale à bas coût d'Air France. Le journal. L'Irak et la lutte contre les terroristes et de l'organisation de l'État islamique au centre des discussions ce lundi à Paris. François Hollande recevait une trentaine de délégations, dont les représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un grand absent, je vous le disais, l'Iran, qui affirme refuser d'intégrer cette coalition qu'elle juge illégitime. Christophe Dansette. Dès l'ouverture de la conférence, le président français insiste sur l'urgence d'agir face à l'organisation de l'État islamique. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce mouvement terroriste s'est déployé sur tout un territoire. En Irak, en Syrie. Ce mouvement terroriste se joue des frontières et prétend même fonder un État. Telle est la menace. Elle est globale. Et il doit donc y avoir une réponse globale. En tout, une trentaine de pays ont répondu présents, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ils se sont engagés à fournir une aide militaire appropriée à l'armée irakienne et aux combattants kurdes en première ligne face aux terroristes. À l'issue de la réunion, le ministre des Affaires étrangères irakien remercie les participants. Le message de la conférence est clair. Tout le monde est à nos côtés. Une telle bataille féroce exige que nous mettions en commun nos moyens et nos efforts et que nous les traitions sous divers angles, militaires, politiques, financiers et humanitaires. Les premiers Rafales français ont décollé dans la matinée ce lundi de la base d'Abu Dhabi, des vols de reconnaissance dans un premier temps. La veille, l'Australie a annoncé son intention d'envoyer 600 hommes et des avions de combat dans la région. L'armée américaine avait quant à elle lancé des frappes dès le mois d'août. En revanche, des questions demeurent sur l'attitude de la Russie et celle de la Turquie. Une dizaine de pays arabes de leur côté ont rejoint la coalition, mais la plupart ne souhaitent pas participer à des frappes militaires. Enfin, l'Iran a rejeté une demande américaine de coopération contre l'organisation de l'État islamique. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ayatollah Ali Khamenei. Alors que va faire exactement la France? Il y a encore de nombreuses interrogations. Des frappes aériennes sont envisagées sur l'Irak. Des premiers vols de reconnaissance ont d'ailleurs eu lieu ce lundi au-dessus du pays. Des appareils qui ont décollé de la base d'Al Dhafra d'Abu Dhabi, où s'est rendu le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Quelles que soient les modalités, il est certain que vous aurez ici un rôle décisif. Soyez donc prêts à intervenir. Et pendant ce temps, en France, l'Assemblée nationale débat d'un projet de loi pour lutter contre les terroristes qui rêvent de partir notamment en Syrie ou encore en Irak faire le djihad. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, 930 Français seraient impliqués dans le djihad. Alors le dispositif prévoit notamment, et c'est le point le plus important, l'interdiction administrative de sortie du territoire avec confiscation de passeports pour tout suspect. Plusieurs associations s'élèvent aujourd'hui contre ce projet et dénoncent des dérives de l'État de droit. De nouveaux drames de l'immigration, près de 500 personnes sont portées disparues en Méditerranée. C'est ce qu'affirme l'Organisation internationale des migrations. D'après les témoignages de rescapés, une embarcation serait partie le 6 septembre d'Égypte et ce sont des passeurs qui auraient fait couler le bateau. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête.
Une cérémonie s'est achevée tout à l'heure à l'aéroport de Bangui pour le transfert de pouvoir de la MISCA à la MINUSCA. La MINUSCA, c'est la force des Nations Unies déployée en Centrafrique. Le transfert donc s'est fait officiellement. 12 000 hommes seront donc déployés sur le terrain et leur objectif sera de protéger les populations mais également d'appuyer le processus politique. Cécile Galluccio. Camions, voitures et conteneurs, tous portent le sigle de l'ONU. Car c'est ce lundi que la MINUSCA, une mission des Nations Unies, prend officiellement le relais en Centrafrique. Un soulagement pour la population, après 9 mois passés sous le contrôle de la MISCA, la force africaine débordée, faute de moyens. C'est avec les bras ouverts qu'on peut les accueillir. Disons que l'arrivée des casques bleus, la situation va quand même s'améliorer par rapport auparavant. Depuis le renversement du président François Bozizé en mars 2013, des combats sanglants entre milices ont fait des milliers de morts et de déplacés. 3 missions pour ces casques bleus donc, protéger les civils, soutenir le processus politique qui doit conduire à un dialogue et à des élections, et enfin rétablir l'autorité de l'État. Nous osons espérer que ce déploiement mettra fin aux spéculations sur la partition de la République centrafricaine que nous condamnons avec la dernière rigueur. Pour l'essentiel, ce sont tout d'abord les bataillons de la MISCA qui vont passer sous béret bleu. Rejoints ensuite par un premier contingent arrivé du Bangladesh, des Pakistanais doivent suivre. Dans un premier temps, ils devront se déployer à Bangui, mais aussi à Bria, dans l'est, Kaga-Bandoro au nord et Bouar à l'ouest. Au final, la MISCA doit étendre sa présence à 45 sites, mais cela devrait prendre plusieurs mois. Quant aux soldats français de l'opération Sangaris, sur place depuis décembre, ils restent en tant que force de transition. Aucune date n'est annoncée officiellement pour un allègement ou un retrait. David Cameron, Premier ministre britannique, était aujourd'hui à Aberdeen en Écosse. Nous sommes à 3 jours, vous le savez, aujourd'hui d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Je vous propose d'écouter le Premier ministre britannique et ensuite on rejoint notre envoyé spécial Pauline Godard. David Cameron. Si l'Écosse vote oui, le Royaume-Uni va se séparer pour toujours. Quand les Écossais voteront jeudi, ils ne voteront pas seulement pour eux, mais pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et pour les générations futures. Plus de retraite britannique, plus de passeport britannique, plus de livres britanniques. L'exemple le plus abouti d'une démocratie ouverte qui rassemble des gens de toute nationalité et de toute religion disparaîtra à jamais. Pauline Godard, en direct d'Édimbourg. Bonsoir Pauline. Vous avez suivi donc le discours du Premier ministre britannique David Cameron et on sent aujourd'hui une certaine fébrilité. Oui, une certaine fébrilité, c'était un peu le discours de la dernière chance. David Cameron s'est rendu il y a quelques jours à Édimbourg, cette fois il était à Aberdeen. C'était quand même un discours beaucoup plus dans l'émotion par rapport à ce discours qu'il avait fait il y a quelques jours à Édimbourg. Il a mis en valeur en avant les valeurs britanniques. L'indépendance serait un pénible divorce selon lui. C'est pour ça qu'il a comparé le Royaume-Uni à une famille qu'il est impossible pour lui de disloquer. C'est pour ça qu'il a parlé de ce fameux divorce. Nous serons plus forts ensemble, plus forts unis. Il faut qu'on reste ensemble. Ne détruisez pas cette famille. Il a vraiment insisté sur ce mot famille. Il a également parlé, on l'a entendu, de tous les méfaits finalement qu'apporterait cette indépendance au niveau des retraites, de la défense, des banques, des prêts immobiliers, des frontières par rapport aux gens qui voudraient voyager. Il a dit comprendre bien sûr les personnes qui voulaient voter oui, mais qui s'ils votaient non, ils pourraient en fait, dès que ce vote arriverait, eh bien ils pourraient donner du pouvoir au Parlement, un Parlement qui aurait plus de pouvoir et ça se ferait automatiquement. Ce serait donc une promesse. Donc on peut dire un discours plutôt quand même surprenant. On ne s'attendait pas à un David Cameron plein d'émotions, lui à qui on reprochait assez souvent d'être plutôt négatif sur ce référendum. Merci beaucoup Pauline Godard en direct d'Édimbourg en France. La grève des pilotes d'Air France qui a cloué la moitié des avions au sol. Eh bien cette grève pourrait durer. Les pilotes appellent la direction aujourd'hui à de vraies négociations. La situation semble donc bloquée. Mardi, la
compagnie aérienne prévoit d'assurer seulement 40% des vols. Mercredi, ce pourrait être encore plus compliqué. Il faut savoir que les pilotes sont opposés aux conditions de développement de Transavia, qui est la filiale à bas coût d'Air France. Récit d'Aurore Dupuis sur des images de Karima Kiki. Bloqué à Paris pendant des heures, c'est l'occasion de faire une sieste. À Roissy-Charles de Gaulle, des centaines de passagers n'ont pas pu prendre l'avion. Plus de la moitié des pilotes d'Air France sont en grève. Un avion sur 2 est cloué au sol. Je savais que les syndicats étaient assez puissants ici. D'ailleurs, ça se voit dans leur comportement envers nous. Ils ont vraiment pris leur temps pour nous aider. Ils faisaient exprès d'être lents. On a essayé plein d'autres compagnies. Mais ils se sont rendus compte que les billets qu'ils nous avaient donnés à Toronto pour aller à Prague n'avaient pas les mêmes numéros que les ordinateurs ici. On n'est vraiment pas contents. La direction d'Air France dit faire de son mieux pour éviter le chaos. Les clients sont tenus informés sur Internet. Ils peuvent aussi être remboursés ou échanger leurs billets sans frais. À l'origine de cette grève, la volonté de développer Transavia, la filiale à bas coût, et ouvrir de nouvelles bases en Europe pour reconquérir le marché. Les syndicats ne sont pas forcément contre, mais ils demandent le même contrat pour les pilotes, qu'ils volent low cost ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, dans une Europe qui prône un modèle social quand même très abouti, est-ce qu'il faut que la compétitivité, la compétition entre les compagnies se fasse sur le modèle social, ou est-ce que vous ne croyez pas plutôt que ça doit se faire sur le produit, la qualité, sur ce que l'on propose à nos clients? Les négociations sont toujours en cours. Ce bras de fer pourrait durer une semaine et coûterait à Air France entre 10 et 15 millions d'euros par jour. Bonsoir.